Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale car on va changer l'orientation de notre projet dans sa structure et sûrement dans l'approche pédagogique que je vais avoir avec vous. J'ai mis un certain temps à tourner cette vidéo car j'étais en pleine réflexion sur l'angle pédagogique de cette formation. Donc aujourd'hui on est en 2025, on sait qu'aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle qui aide beaucoup les développeurs à optimiser leur productivité, mais quid de l'enseignement? Et je pense qu'aujourd'hui il est quand même assez intéressant de savoir ce qu'un développeur junior ou senior peut faire avec l'intelligence artificielle et ne peut pas faire. On a du mal aujourd'hui à dire, à trouver une frontière. On a souvent on a des raccourcis qui se créent en mode l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs. C'est pas pour l'instant d'actualité, mais par contre, il faut être objectif. Ce que l'on faisait il y a quelques années sans intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle, va beaucoup plus vite. Du coup, dans la mesure où nous sommes en train de faire une formation d'un petit SaaS avec des choses très on va dire standards dans un premier temps, c'est bien de comprendre les choses, mais ce qui est sûr, dans un rythme de production, on va vous demander d'aller vite, et je pense que l'intelligence artificielle est un game changer aujourd'hui. Il y a des choses dont on n'a pas besoin de redévelopper un formulaire de login, on n'a pas besoin de redévelopper un formulaire d'inscription, enfin toutes les choses qui sont un petit peu redondantes aujourd'hui peuvent être faites avec l'IA. Et donc dans cette formation, j'aimerais inclure un peu d'IA, tout en ayant une certaine pédagogie à expliquer pourquoi on fait telle ou telle chose, comment ça fonctionne, et aussi vous montrer que pour travailler efficacement avec une IA, un développeur a quand même besoin de savoir, du moins aujourd'hui, d'avoir quelques connaissances, que ce soit sur Next.js, sur Strapi CMS ou ce genre de choses d'un point de vue technologique. Donc, aussi bien dans l'UI, nous allons changer d'outils. On avait dans la formation au début commencé avec une librairie de composants en Tailwind CSS et on va passer sur ShadCN. Alors je ne sais même pas exactement comment on le prononce. L'avantage est qu'il est branché avec V0 qui est une IA tout simplement et qui va nous aider à développer plus rapidement. Alors on va toujours aller vers le pédagogique et vers la formation. On ne va rien coder, on ne va rien demander à l'IA et on ne va pas utiliser le code de l'IA si on ne le comprend pas. Voilà. Donc, on va faire un petit setup. Donc, ShadCN, c'est une librairie qui est construite sur Tailwind. Donc, on reste sur Tailwind, mais l'avantage est, voilà, aujourd'hui, on n'a pas de maquette. On va vouloir quand même, cette formation c'est pour apprendre à utiliser Next, à utiliser Strapi, c'est pas une formation pour faire du CSS ou de l'UI. Donc moi je vais à l'essentiel avec vous et je trouve ça intéressant d'utiliser ce genre d'outil qui est aujourd'hui quand même très prisé. Donc on est sur quelque chose qui est construit avec Tailwind. Donc comment ça fonctionne? On doit du coup installer, donc pour un projet existant Next.js, on doit initialiser ShadCN, je suis désolé, je vais avoir du mal avec la prononciation. Donc voilà, on va prendre la ligne de commande npx ShadCN latest init. Donc on va faire un copier, on va aller dans notre répertoire. Hop. Je vais rouvrir un terminal. Au passage, j'ai mis à jour le Strapi, le package, j'ai mis à jour Strapi dans sa version 5.9. Je l'ai mis à jour parce que ce que j'avais vu ce qu'on a vu ensemble dans les vidéos précédentes, à savoir la page d'accueil, n'est plus d'actualité. Il n'y a plus cette page d'accueil avec la documentation, on a directement les dernières entrées dans le content type. Voilà, c'est une petite aparté. Donc revenons à nos moutons. On se retrouve du coup dans Cursor ou un VS Code et on va initialiser ShadCN. Donc on va faire un CD front-end pour se localiser dans le dossier. Je vais zoomer un petit peu et on va faire du coup npx ShadCN latest init.
Est-ce que vous voulez installer? Oui. Y. Voilà, la configuration est en cours. Quel thème voulez-vous utiliser? New York, c'est ok. Quelle couleur voulez-vous utiliser? Neutral, Greystone. J'aime bien la couleur Slate. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez inclure les CSS Variable for Theming dans le thème? On va dire oui. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous a créé? Donc, on a un component JSON qui a été créé à la racine. Donc, voilà, c'est le fichier de configuration. Ok, très bien. Donc, c'est ce qu'on a tapé tout à l'heure. On a un fichier Tailwind CSS qui a évolué. Donc, il a été modifié directement avec le thème, du coup, le thème des défauts, ou le thème New York, pardon, de ShadCN. Et notre fichier global CSS a également évolué. Il a été écrasé. Voilà, ok. Donc, voilà, des petites modifications qui ont été faites par le CLI. Alors, it looks like you are using Rect 19. Alors, on utilise Rect 19, some packages peuvent échouer. Ok, donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour les dépendances. Mince. Hop. Mais quand on est en React 19, je sais que cette librairie de composants doit peut-être avoir une version React Canary, quelque chose comme ça. Ok, bon, je vais laisser tourner, je vous reprends après. Donc les dépendances ont été mises à jour, alors ça a créé un fichier libutils. Ok. On va aller regarder ce qu'on a. Ok. Ok, donc ça c'est automatiquement installé, c'est le Tailwind Merge. Ok, la classe c'est... Ok, très bien. Donc on voit, hein, il se passe pas mal de petites choses quand on fait ce genre de ligne de commande. Ok. C'est installé. Je vais juste inverser mes écrans. On va retourner dans la doc. Ok, configurer les composants, ça c'est ce qu'on a de faire. Et maintenant, on va pouvoir ajouter des composants à notre projet. Ok. Donc on va faire le test, pour voir si tout se passe bien. Donc on peut faire un npx ShadCN latest add button pour ajouter le composant bouton. Donc c'est un composant qui est déjà prêt à être développé. Enfin, qui est déjà développé, pardon. Donc on va voir, j'ajoute, je fais la ligne de commande. Ok, pareil, du coup on a pas mal de dépendances. Là il n'a pas mis à jour, c'est bizarre qu'il nous râle dessus. Encore une fois. Ok. Donc là, un bouton a été ajouté dans notre dossier front-end component UI button. Donc là on est sur un bouton généré par ShadCN. Ok. Et donc, on va redémarrer notre projet. On va refaire un npm run dev. Hop, donc on se rappelle, à la racine, npm run dev lance le Strapi et lance le Next.js en même temps, grâce à concurrently. Donc le projet est bien démarré. Et on va ajouter notre bouton. On va importer notre bouton un peu aléatoirement. On va faire button. Ah oui, alors, c'est import button from component UI button. Et il faut l'importer de cette manière. Hop, ok. On va regarder. On va mettre un hello world. Et ok, le bouton est là. Ok, parfait. Bon, on voit que là, il y a du style. Ça m'a l'air ok. Le package est bien en place. Ok, alors. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, ça va être d'intégrer un formulaire de connexion en utilisant ShadCN et l'IA. Alors, pour ce faire, lorsque l'on parcourt ShadCN, on peut regarder au niveau du thème. On voit qu'il y a pas mal de composants, donc là je pourrais vous laisser parcourir. On en trouve dans composants, on trouve bloc,
On trouve thème, on trouve plein de choses. Et effectivement, je crois quand même que c'est dans Blocks qu'on cherche. Et il y a ici authentification. Et là, il y a pas mal de mises en page que l'on peut utiliser. Et on va l'utiliser. On va utiliser V0. Donc ici, quand on clique ici, on peut se rendre sur V0 qui est l'IA qui utilise, enfin qui, si vous voulez, l'IA est forquée sur ChatCN et tout ce qu'on va lui demander va nous permettre du coup de générer du code ChatCN. Mais nous avons de la logique Strapi. Alors du coup, j'avais déjà fait un premier test, donc je vais le supprimer et on va repartir. Alors, on va créer un formulaire pour se connecter. Alors, avant de faire travailler l'IA, on va faire un peu de pédagogie, on va aller voir comment fonctionne Strapi pour faire le login. Donc, quand on va sur Strapi, donc là une super administration en train de recharger, on a une API qui est prédéfinie pour pouvoir authentifier des utilisateurs. Donc en gros, on a le Collection Type User. Alors le Collection Type User, actuellement, on n'a pas d'utilisateur. On peut créer un nouvel utilisateur. Donc je vais lui prendre une adresse mail. Hop, voilà. Ok. Alors le username, je vais lui mettre l'adresse mail et on va prendre un mot de passe. Et ben, je vais lui mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un mot de passe vraiment très standard. Ok, avec un point d'exclamation. À ne pas réemployer. Donc username, email, j'ai mis la même chose. Voilà. Je vais mettre en confirmé et en rôle, je vais lui mettre le rôle authentifié. Je vais faire save. Et donc maintenant, cet utilisateur-là, je peux le connecter et générer ce qu'on appelle un token. Donc quelles sont les API qui vont nous aider à faire cela? Donc il faut aller dans les réglages, il faut se rendre dans rôle, dans User in Permission Plugin et dans Public. Et donc Public, nous avons User Permission et à l'intérieur nous avons des API qui sont cochées. Donc on a la LOS Connect. Alors c'est pas exactement celle-là en plus qu'on va utiliser. Hop. Voilà, c'est celle-ci, l'OS Callback. C'est le Bound Around to OS Callback, c'est l'API OS local. Donc, il faut faire un post sur cette API. Donc, avant toute chose, on va essayer avec Bruno. Donc, on va aller sur Bruno et on va faire une nouvelle request et on va dire sign in. Ok. Et notre request, ça va être http localhost 2.137/API/os et je crois que je n'ai oublié autre chose, local. Ok. Je vais faire un create et d'ailleurs c'est une requête post. Et on va soumettre cette requête pour voir ce qui se passe. Rien du tout. HTTP, pas HTTPS. Ok, et là on a un message d'erreur. Validation erreur, 2 erreurs. Donc l'identifier est un champ requis et password est un champ requis. Ok. On n'a même pas eu besoin d'aller voir la documentation pour savoir comment fonctionnait cette API. On a eu pas mal d'informations. Donc du coup, on va ajouter un body de type JSON. On va ouvrir les accolades et on va mettre identifier. Ok. Identifier, on va mettre l'adresse mail que j'ai saisie dans l'administration de Strapi. Ok. Et password. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, point d'exclamation, mon mot de passe. Et là, je vais pouvoir soumettre ma requête. Oh, bingo du premier coup. 200. Et j'ai un JWT. Donc là, Strapi vient d'autoriser l'authentification de mon user et vient de me retourner un token JWT qui va être posé sur notre application Next.js comme un cookie par exemple et qui va nous servir à identifier si l'utilisateur est connecté et faire diverses requêtes sur nos futures API qui auront besoin d'authentification. Donc comme on sait ça, là on a fait une bonne partie du boulot. Maintenant il va falloir faire notre front, notre UI, donc notre formulaire, et on va utiliser l'IA pour nous assister. Donc je vais lancer un nouveau chat dans V0 et je vais lui dire je développe
une application web sous Next.js et Strapi CMS. Alors, pour bien utiliser l'IA, il faut lui donner un contexte. C'est le principe de l'entonnoir. On lui donne un tas d'informations vraiment importantes pour notre projet, un contexte de projet, pour qu'il nous aide à repérer ce que l'on veut et qu'il nous donne vraiment les meilleures réponses, enfin la meilleure réponse possible. Donc, on va lui dire, je souhaite développer un formulaire de connexion. Donc là, il sait qu'on utilise Strapi, utilisant les server actions. Donc qu'est-ce que c'est que les server actions? Donc là, si vous apprenez Next.js, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors les server actions, c'est la nouvelle norme pour soumettre des formulaires. Donc la nouvelle norme pour soumettre du coup des actions, des formulaires dans Next.js. Donc on fait des requêtes au serveur et on récupère des informations pour pouvoir du coup dans notre cas de figure identifier, authentifier un utilisateur. Donc il y a toute une documentation à ce sujet et voilà, c'est là que je veux vous faire comprendre que moi je sais ce que sont les server actions, donc je sais que je dois les demander à l'IA, donc c'est mes connaissances qui me permettent de guider l'IA vers ce que je souhaite. Donc voilà, en utilisant les server actions. Je veux aussi utiliser Zod pour la validation des champs. Donc c'est pareil, Zod c'est un package qui permet du coup de faire de la validation donc, de champs, par exemple le nombre de caractères minimum, est-ce qu'une adresse mail est bien une adresse mail, enfin ce genre de choses là, et ça fait de la validation au niveau de l'action serveur, donc du server action. Donc pareil, encore une fois, c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose qui est recommandé par la doc, donc c'est quelque chose que quelqu'un de lambda, qui n'est pas développeur, ne peut pas sortir de son chapeau. Après, on peut toujours croiser les doigts pour que l'IA nous sorte le bon code le plus optimisé avec ce qu'on veut, ou du moins des choses qui fonctionnent, mais quand on sait où aller, il faut le dire à l'IA pour qu'elle puisse vraiment répondre à nos besoins. Donc voilà, je développe une application web sous Next.js 15 et Strapi CMS version 5. Je souhaite développer un formulaire de connexion utilisant les server actions et Zod pour la validation des champs. Je veux ensuite poser un cookie. Je veux ensuite stocker le JWT dans un cookie afin de pouvoir authentifier facilement mon utilisateur. Donc quand je parle du JWT, je parle de cette chaîne de caractères là. Ok. Allons voir ce qu'il va nous demander. Je ne vais pas lui donner le chemin d'authentification parce que je veux voir s'il arrive à se débrouiller, s'il connaît bien Strapi. Voilà, je veux voir un petit peu où sont ses limites. Ok, sachant que là, la requête est en cours, il va nous utiliser du ShadCN pour les composants. Ok, je vais créer un formulaire de connexion utilisant Next15. Ok. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Alors, répertoire app, ok, là on connaît. Un répertoire action, c'est plutôt bien. Component login form, ok, donc il est en train de générer tout ça. Ok, là il est en train de faire un pré-rendu, ok, c'est pas mal. Alors évidemment il y a des erreurs parce que... Alors, use form state has been renamed use action state, please update login form to use. Ah ok, donc là il me fait des suggestions de code, on va aller voir ce qui se passe. Alors, on va regarder déjà la tête de notre API. Alors, voyons voir. Import cookie. Ok, voilà, moi ce qu'il va regarder c'est ça, Strapi URL. Donc il connaît l'URL de Strapi sur le port 1337. Il nous a créé une fonction login, chemin de validation, identifier password. Ça sent déjà bon parce qu'on est ISO à ça. Donc très bien. Donc chemin de validation, ok. Comment il valide ça? Identifier, chemin, donc il n'y a pas vraiment de... Ah oui, le schéma va être ici. Email, adresse email invalide, le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. Donc voilà, c'est vraiment du standard, ok, on va faire avec.
Et voilà du coup l'appel à fetch. API host local, très bien. Méthode post, content type application JSON et JSON stringify identifier password. Oh bah c'est très bien tout ça. Et ensuite data response.json, wait response.json, cons jwt data et le cookie set token jwt. Parfait. Et bah c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre on va recréer, du coup on va copier-coller ce code chez nous et du coup on va tester tout ça. Donc je me rends dans mon répertoire front-end. Donc il me l'a mis dans app. Ouais, très bien. Action, donc c'est plutôt un jeu. Là, pour le savoir, c'est plutôt un bon. C'est bien d'avoir nommé un répertoire action pour faire ça. C'est plutôt ok. Un fichier os.ts. Et ok, donc là il nous manque l'import de notre lib validation. Donc on va créer un dossier lib. Oh bah j'ai déjà un dossier lib. Sauf que moi il est à la racine, j'ai l'impression. Ok. Alors, on va le remonter, on va le mettre dans app. Hop là. Et à l'intérieur, on avait quoi nous déjà? On avait utils, ok, le tailwind merge qui avait été implémenté ici, ok, très bien. Ben, nous, on va créer le répertoire validation. Ok. Et on a dit que c'était os. Oui, c'est ça. Et on va le copier-coller. Ok. Alors, déjà, il nous manque les dépendances. Donc zone n'ont pas la dépendance à zone. Donc on va dans le terminal, on se localise sur le dossier front-end et on s'assure qu'on installe bien Zod. Ok, donc normalement... Ok, parfait. Zod détecté. Maintenant, le dossier os validation os. Alors. Là, il ne le trouve pas. Comment je l'ai écrit? Lib validation os. Login schéma. Alors, login schéma, c'est normal. Login schéma, il ne le trouve pas. Login schéma, export const. On va refaire. On va regarder un petit peu. Validation os. Voilà, c'est bon, pas de problème. Ok, alors le typage TypeScript, c'est pas terrible. Le cookie set, voilà, il y a des petites choses, des petites erreurs TypeScript. On va regarder ça après. Ok, donc déjà là, on vient d'ajouter notre action, on vient d'ajouter notre lib validation os, et on va maintenant ajouter notre composant. Alors, là, ce que je sais, c'est qu'il va nous manquer certains composants. Donc c'est pas grave, on va créer le composant. Donc ils l'ont appelé comment? Ils l'ont mis dans component, ils l'ont appelé login form. Ok. Donc on va faire login form.tsx. Ok, login form. Et là il va nous manquer du coup l'input label alert. Donc on va les ajouter avec chatcn. Donc on va ajouter add input label alert. npx chatcn latest. Je vais essayer avec les legacy per depth déjà. Ok, donc là on a les composants qui ont été créés. Parfait. Et là il nous manque juste action os. Alors là il n'arrive pas à se repérer. C'est parce que... Je pense que c'est... Oui voilà. On va faire comme ça. Ça va être plus intéressant. Ok. Donc app action os. Ok, donc là notre code est au vert. C'est parfait. On va aller regarder du coup ce qu'on a ici. Alors, le NI, oui, on ne connaît pas le pref state. Est-ce qu'on a des optimisations à faire de ce côté-là? Pour l'instant, on va ignorer cette erreur. Je vais juste rajouter ici. Bon, voilà, on va juste rajouter le type unknown à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'on nous suggère? La propriété set n'existe pas sur le type promise read only request cookie. Ok, donc là, quand on a ce genre de comportement-là, intéressant de voir. Donc là, normalement, peut-être qu'il attend un no wait, peut-être quelque chose comme ça.
Alors c'est sûrement au niveau de cookies. Alors c'est souvent, si je regarde la documentation, lié au fait qu'à cet endroit-là, il faut plutôt faire un cookie list est égal à await cookie. Et qu'ensuite on peut faire un cookie list set. Je pense que c'est en fait quelque chose de plus qui est plus de cet ordre-là. Voilà. Voilà, donc là on vient de régler l'erreur. Donc voilà, on voit que l'IA nous a fait une petite erreur, on a su se débrouiller. Je sais qu'en général, il faut faire un await de cookies avant de faire le set. Donc voilà, donc là on a réglé nos erreurs de code et on va regarder ce que ça donne. Alors il faut qu'on crée une page pour cela. On va créer une page qu'on va appeler alors login. Et on va faire un fichier page.tsx. Hop, hop. Alors le bouton, ok. On va faire un RFC, login page, et on va importer notre login form. Ok. Donc nous, on sait que notre API fonctionne. On va déjà aller regarder ce que ça nous a généré au niveau de notre code. Donc on va aller sur la page login. Ok, donc déjà on a des petits soucis. Cannot resolve libutils. Ok, donc ça c'est parce que tout à l'heure j'ai dû faire une modif. Alors c'est vrai, j'ai importé les composants sans aller voir ce qui se passe. Ah oui, alors en effet, là on a une sorte de conflit avec ce qu'on a généré dans l'IA. Tout à l'heure, j'ai décalé le dossier lib et ils s'attendent à quand on importe avec ShadCN à avoir le dossier lib plus ou moins la racine du projet. Donc on va éviter ce genre de désagrément, on va rebouger le répertoire à la racine, ok. Donc là ça va régler le problème d'import de ce composant. Par contre, on a créé un décalage au niveau de notre action auth. Et d'ailleurs on va utiliser le chemin, voilà, le chemin absolu, parfait. Et là on va voir ce que ça donne. Ok, super. Ah bah dis donc, par contre on a des petits problèmes de... Ah oui, c'est le bouton Hello World. Le bouton Hello World, on va l'enlever. Ok. Donc voilà, donc là on a une sorte de formulaire de connexion. Très bien. Donc on va utiliser, on va faire l'appel floriananywhere.com et on va faire notre mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, point d'exclamation. Et voyons voir. Alors j'ai plusieurs cookies là-dedans. Je vais nettoyer, je vais faire se connecter. Connexion. Connexion réussie. D'accord. En effet, si je regarde maintenant dans mes cookies, alors moi j'utilise un plugin pour garder les cookies. Vous pouvez également faire inspecter et vous rendre dans appli et dans cookies pour les visionner. Voilà, et là on a le cookie token. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que notre requête a bien fonctionné. Donc là, nous, ça nous a pris un peu de temps pour que je vous explique, faire un peu le setup, mais vous avez vu la vitesse avec laquelle on a pu développer ce petit bout de code. C'est plutôt pas mal. Après, là, on n'est pas vraiment sur de l'esthétique. Il faudrait qu'on prenne le temps un petit peu de refaire un peu de cosmétique à ce niveau-là, mais c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre ? On va pouvoir à la limite lui demander d'afficher les informations de l'utilisateur sur une page authentifiée par exemple. Donc on va voir ce qu'on peut lui demander. J'aimerais maintenant que tu me crées une page de profil. Voilà, une page de profil afin d'afficher les informations de l'utilisateur. Alors cela dit, je ne vais pas avoir beaucoup d'informations parce que quand je regarde, oui, on va pas avoir grand chose. Alors ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on crée des champs pour l'utilisateur dans Strapi. On va lui créer des champs. On va aller dans le content type, on va aller dans user et on va faire add another field et on va lui ajouter par exemple le first name, donc le prénom. Ensuite on va ajouter last name.
Ok. Et on peut lui ajouter une date de naissance. Ok, donc dans le champ, je cherche le champ date, voilà. Birth date. Ok. Type date, birth date. Et on va ajouter le numéro de téléphone ou autre chose. Bon, juste ça pour l'instant. First name, last name, birth date, c'est plutôt bien. On va juste ajouter ça. Donc là, je vais faire save. Donc au niveau de Strapi, il va relancer donc, notre serveur Strapi, hein, toujours dans cette optique-là. Il va nous créer les champs. Donc là, le serveur a redémarré. Je vais quand même m'assurer au niveau de Bruno en refaisant un appel si les champs remontent bien. Ok, très bien. First name, last name, birth date, ça remonte. Donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que lorsqu'on va faire notre authentification, on va récupérer ces infos. Très bien. On va du coup ajouter des champs à notre utilisateur. Ici. Et donc je vais lui ajouter mon prénom, mon nom et éventuellement une date de naissance. Alors, eh ben, très bien, je l'avais en suggestion. Parfait. Ok, et je vais faire save. Je vais revérifier sur mon API que je reçois bien les informations. Parfait, génial. Et évidemment, lorsqu'on va authentifier l'utilisateur, nous on stocke juste le JWT. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de réutiliser ce JWT pour faire un appel à notre utilisateur, pour récupérer les infos. Donc, on va faire un clone, pas forcément un clone. Bon, je peux cloner cette requête et faire get user info. Donc get user info, ça va être un get. D'ailleurs, juste regarder ça. Ça sera un get qui fera un API auth. Alors, pareil, je ne connais pas toutes les API par cœur. On va aller regarder ce qu'on a dans notre documentation. Rôle. Alors, ce n'est plus public, ça va être authentifié. Parce qu'on va utiliser le token pour s'authentifier. User permission. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est me, c'est ça. API user me. Ok. API user me. Ok, on va juste saisir la requête pour voir. Not found. Ok. Évidemment, il faut s'authentifier. Donc, on doit lui ajouter une authentification de type bearer token. Et le token que l'on a généré précédemment, on va le copier et on va le coller. Donc, il faut que ce token, on le stocke quelque part. D'où le fait de l'avoir stocké dans un cookie. Et lorsque je fais la requête, il ne se passe rien parce que j'ai fait un double API. Ok. Et là, je viens de soumettre mon bearer token. Donc si voilà, là grâce à ça, je récupère les informations de mon utilisateur. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire à notre IA. On va lui demander de nous créer une page profil afin d'afficher les informations de l'utilisateur. Alors, je pense qu'on va quand même l'aider en utilisant l'API /API users_me de Strapi, parce que j'ai pas envie qu'il se perde. Je veux également que lors de la connexion de ce dernier, tu le rediriges vers cette fameuse page. Ok. Peux-tu également faire en sorte, on peut lui dire, peux-tu également faire en sorte de rendre la page profil accessible uniquement si un utilisateur est connecté. Toujours bien sûr bien interpréter ce qu'il va nous faire. Créer une page de profil pour récupérer et afficher. Ok, voyons. Ok, tac tac, il va assez vite malgré tout. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il a fait. Donc, ah oui mince, il est en train de me passer toutes les modifications au crible. Tant que c'est pas fini, je ne peux pas regarder. Ok, parfait. Donc il m'a généré du. Moi ce qui m'intéresse c'est le code, c'est pas forcément le rendu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il a ajouté redirect profile. Ok, il a juste rajouté cette ligne là. Donc je vais pouvoir juste récupérer identifiant invalide. Je pense que c'est juste cette ligne qui rajoute. Ouais, donc on va reprendre le code entier. Ok, j'ai juste oublié le use server. Ah oui, ben du coup, comme j'ai tout recopié, évidemment, il n'a pas gardé mes correctifs de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait mis un type unknown. Et tout à l'heure, j'avais fait un const cookie list. Et
est égal à await fonction cookie. Voilà. Et ici. Donc il stocke le token et il est censé faire le redirect vers profile. Très bien. Donc je pense que on a dû créer une page profile. Donc il a créé une page profile. Donc je vais prendre le code. Très bien. Je vais maintenant faire le dossier profile. Et je vais ajouter page.tsx et je vais copier, regarder ce qu'il m'a fait. Ah, il m'a pas utilisé de composant chatcn pour faire ça. Ok, bon, tant pis, on va s'en passer. libhost get current user, donc je pense que je dois ajouter dans host get current user. Ok, lib validation host, user me, hop, lib validation host, c'est pas non validation, oui c'est juste en dessous. Ah oui d'accord, il a recréé une lib host. Ok, très bien. Ça fait beaucoup de fichiers. Pourquoi pas. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il nous propose? On appelle la strap URL, le localhost 1337, le token cookie. Ok. Très bien. Alors, moi, je vais repartir sur un cookie list, await cookies. Et ensuite, il me demande de récupérer le token. Ok, si le token est pas bon, on retourne nul. Et sinon, on fait un fetch strapi API user.me pure token. Bon, c'est quelque chose de très classique. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il m'a pas mis ça ici? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu, par exemple, regrouper mes appels? Moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est éventuellement regrouper cette fonction-là. Donc, ne pas avoir ce fichier host à cet endroit-là et remettre la fonction au même endroit que mon login. Certes, ça fait un fichier un peu plus dense, mais je trouve ça plus intéressant de grouper les actions à cet endroit-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ce qui fait que moi, mon getUserInfo va changer de place et va se retrouver dans App Action. Ok. Alors en fait, je sais pourquoi, parce qu'en fait, il ne va pas considérer ça comme une user action, comme un server action. Mais on peut le laisser à cet endroit-là. Enfin, moi, pour le coup, je trouve ça plus intéressant de le grouper. Ok, donc on va voir ce qui se passe. Je vais voir dans mon application, je vais vider mes cookies et on va refaire notre authentification. Ok. Une erreur est survenue. J'ai pas regardé, j'ai peut-être fait une fausse manip. Mon mot de passe n'était peut-être pas bon. Ah! Une erreur est survenue lors de la connexion. Et oui, et je sais pourquoi. Parce que voilà, typiquement, là on est sur un cas de limitation de l'IA. Je sais qu'actuellement sur les versions Next.js, il y a un problème. Parce qu'en fait, on ne peut pas, pour l'instant, setter un cookie et lancer une redirection en même temps. C'est dommage, mais il y a plusieurs manières pour pallier à ça. Donc en l'occurrence, c'est d'utiliser le client pour faire, alors pas pour faire la requête, mais pour faire l'interprétation de la réponse. Donc je vais aller dans ma page, pas ma page profil, mais je vais aller dans ma page login. Voilà, mon login form. Et on va gérer autrement. Le login renvoie renvoyer une information success précédemment. Et en fait, on va réutiliser ça. On va faire return success true. Si l'authentification s'est bien faite et si le cookie a bien été seté. Ok. Donc là, notre server action va renvoyer en réponse success true si tout se passe bien. Donc je retourne sur login form et je vais faire un console log de state. Car voilà, tout à l'heure on a demandé à l'IA comment ça fonctionne les server action. Donc le principe, c'est qu'on utilise le hook useFormState qui fait une soumission du coup de l'action login
voilà, qui utilise l'action login et qui renvoie la réponse à l'intérieur du state. Et le form action, si vous voulez, le form action, c'est ce qu'on passe à l'action, au formulaire HTML en action. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce fameux state. Le pending, c'est autre chose, c'est l'action useFormStatus. Donc on récupère les statuts de ce formulaire soumis et on peut interpréter par exemple voilà, le pending pour savoir que là il y a une action qui est en cours. Donc là on est en cours de connexion, c'est ce qui fait que le bouton affiche connexion et affiche se connecter s'il ne se passe rien. Ok, donc là on va loguer le state. Donc là voilà, hein, on voit typiquement, je vais faire inspecter, on voit typiquement la petite limitation de l'IA. Alors, 1, 2, 3, on fait le mot de passe, se connecter. Ok, success true, parfait, c'est-à-dire que tout s'est bien passé, évidemment, notre token a été généré. Et comme on a cette limitation de redirection côté server action, on va faire la redirection côté client. Donc on va faire un useEffect. Donc le useEffect, c'est un hook qui est à l'écoute d'un changement d'état, en l'occurrence le changement de l'état state. Ce qui veut dire que lorsque le state va être mis à jour par l'action de connexion, eh bien le useEffect va interpréter ce qu'on va mettre à l'intérieur de ces accolades. Donc nous, on va faire quelque chose de très simple. Si le state.success, voilà, success, tout simplement, est égal à true, mais en fait juste .success, alors nous allons faire une redirection. Nous allons utiliser le routeur du hook useRouter de next navigation. Et nous allons faire un routeur.push vers profile. Très bien. Ok, alors là on a un peu une petite erreur parce qu'en fait il ne connaît pas. Oui, state peut être nul, donc ok, state peut être nul, donc on va mettre le point d'interrogation, ou alors on peut dire if state défini et state success. Ok, et maintenant on va voir maintenant ce qui se passe, ce qu'on a réussi à faire avec nos connaissances et non pas grâce à l'IA. Ok, on ressaisit notre formulaire, connexion réussie. Voilà, oh, il a mis un petit peu de temps, mais voilà. Et voilà, on a été redirigé sur notre profil. Très bien. Et donc là, il affiche notre nom d'utilisateur, notre email. Ok. On va pouvoir aller dans notre profil. Je sais qu'il peut aussi afficher d'autres choses. Donc on va dupliquer les champs. On va mettre prénom. On sait qu'il s'agit du first name. Et le nom. Le last name. Donc le last name de Strapi. Parfait. Dans cette vidéo, nous avons vu comment authentifier un utilisateur avec Strapi en utilisant l'API, donc les deux API, API host local et API userme pour récupérer les informations de l'utilisateur. Nous avons laissé sa chance à l'IA afin de nous générer un petit peu de code, un petit peu de mise en page, ce qui est vraiment pas mal, hein, ce qu'il a réussi à nous faire. Je savais ce que je voulais utiliser Zod, je voulais utiliser les server action. Voilà, il nous a fait un bon petit boilerplate. On a eu une petite limitation liée à Next.js qu'on savait comment la régler. Mais c'est plutôt pas mal. Donc on va voir hein, pour la suite si on refait un petit peu d'IA pour créer un petit peu nos composants, ce genre de choses là. Mais rien ne vaut aussi pour l'instant la connaissance des outils que l'on utilise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu. Ça a été aussi l'occasion de vous présenter un petit peu ChatCN, UI, également V0 et encore un petit peu de Strapi. Voilà, donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui traitera sûrement du sujet de l'inscription de l'utilisateur et également de la synchronisation avec Stripe.